peut-être quelques échanges avec la salle. Un mot peut-être Mathieu avant, pour résumer un peu toutes ces prises de parole. Oui, alors ça a été dit plusieurs fois. Juste pour les questions, si vous avez des questions, vous levez la main dans la salle et je vous donnerai la parole. Vous envoyez une question dans la fenêtre de chat. N'hésitez pas. Mathieu, oui. On a beaucoup parlé de résilience et de capacité des équipes à tout de suite réagir, notamment par le biais de la mise en place du télétravail. Ça fait partie des points que l'on attend tous en tant que chef d'entreprise, puisque l'URSSAF doit se positionner sur les nouvelles conditions de travail dans le cadre du télétravail. Pour l'instant, c'était quelque chose qui n'était pas vraiment encapsulé. C'était une manière de travailler avec quelques règles, mais on va dire qu'il n'y a pas eu de vraie jurisprudence sur notamment ce que ça conditionne en termes d'employeurs d'avoir la mise en place du télétravail, notamment sur ça veut dire quoi avoir un bon espace de travail dans sa maison. Est-ce que c'est un bureau à part? Est-ce que c'est sa table de réunion? Est-ce que c'est sa table de salon? Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça convient? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un mètre carré, comme Ludovic le disait tout à l'heure, ou comme l'URSSAF avait communiqué sur la reprise post-confinement, il fallait avoir 4 mètres carrés minimum par salarié. Est-ce qu'on va avoir au moins ce 4 mètres carrés aussi à avoir chez soi? Donc on a beaucoup d'attentes par rapport à ces conditions-là. Alors effectivement, on a poussé le télétravail de manière obligatoire mais très hâtive. Il va falloir maintenant qu'on prenne un tout petit peu de recul par rapport à ça pour pouvoir bien encadrer et éviter qu'il y ait un sujet qui sera une lame de fond, hein, qui est dire dans le télétravail, le temps que je gagne, par exemple, à ne pas aller au travail, c'est pas forcément du temps de travail qui doit être rémunéré, parce qu'on le voit aussi de plus en plus. Le télétravail, c'est j'ai gagné une demi-heure de temps de trajet entre chez moi et mon entreprise. Mais du coup, en fait, c'est une demi-heure de temps de travail en plus. Parfois, c'est aussi des temps de travail qui sont décalés en se disant, si j'ai un enfant à la maison, parfois je travaille un peu plus tard ou je saucissonne un peu plus mon boulot. Et donc, on a vu quelques collaborateurs dans des entreprises aller à de l'extrême fatigue parce qu'ils devaient compenser et avoir ce sentiment de devoir surperformer. Donc, ils travaillaient beaucoup plus tard pour être sûr de devoir bien travailler. Donc, il y a vraiment un enjeu social, sociétal à encadrer ce télétravail-là, à la fois en tant qu'entrepreneur. Et là, Virginie en avait un peu parlé dans le livre Blanc Phénix sur comment on doit réinventer nos discussions avec les représentants du personnel, parce que c'est un vrai sujet de fond. On a vu qu'il y avait une conférence qui avait été lancée entre les syndicats patronaux et les syndicats de salariés, qui donne lieu à rien pour l'instant, puisque une partie des syndicats salariés ont, au premier jour, tout de suite décidé de quitter la table, alors que ça aurait été le bon moment de trouver un point d'équilibre entre tous les syndicats pour trouver quelque chose. Parce qu'on parle, on a des enjeux sur, par exemple, l'indemnité. Est-ce qu'on doit faire une indemnité forfaitaire? Est-ce qu'on doit prendre en charge l'Internet, la prise d'eau, etc. Ça, ce sont des sujets que l'entreprise, pour l'instant, a le choix de. Elle peut vous verser une indemnité comme elle peut ne pas le faire. Donc, on aurait aimé qu'il y ait cet encadrement-là. J'espère que malgré tout, le législateur va prendre ce sujet en main et poser quelque chose dans les futures lois, notamment en droit social, parce que sinon, ça sera fait encore une fois par les employeurs. Alors, on aura toujours la même démarche. Les employeurs comme on a aujourd'hui, qui sont plutôt enclins à être plutôt favorables aux salariés et à essayer d'avoir une vraie dynamique de ce qu'on appelait la RSE, hein, d'avoir une vraie dynamique d'équilibre avec ses salariés, et puis ceux qui vont aller au minimum du minimum et qui ne se poseront pas la question, voire ceux qui vont ne jamais le proposer et qui seront de toute façon un jour en manque de talent, parce que c'est de toute façon une obligation maintenant de le proposer. Donc on a un vrai enjeu par rapport à ça, et voilà. Sinon, D'accord. Quelqu'un on peut parler des heures sur ce sujet-là. Il y a quelqu'un dans les intervenants qui veut réagir au propos de Mathieu avant de passer aux questions? Levez la main. Virginie, non, pas plus. Alors. Ouais, c'est un sujet qui me passionne, le télétravail. Alors, autant par les questions techniques de Compenben, pour parler de façon triviale, quel type d'indemnité, comment on la gère, est-ce que c'est une indemnité qui reste, est-ce que ça pose comme question de confiance, que ça
ça génère comme questionnement sur le lien de travail entre l'employeur et l'employé. Et moi, mais c'est plus que je me réjouis de ce qui s'est passé, pas évidemment d'un point de vue économique et pour les gens qui ont en plus perdu soit leur emploi, soit une partie de leur rémunération, mais ce que ça génère comme question dans le lien, dans le sens du travail, dans la façon dont on l'exécute, pour ceux évidemment qui peuvent se poser ces questions, parce qu'évidemment quand voilà, il y a des millions de gens pour qui la question du télétravail se pose pas, mais en tout cas pour ceux pour qui elle se pose, moi je trouve ça fascinant et je pense qu'il y a une belle chose à écrire. Et justement, ce que disait Mathieu, si on ne le fait pas, ce sera in fine une perte sur les talents, sur l'attractivité. Donc, je trouve que c'est très chouette. Il y a beaucoup de place pour la créativité et pour les questions de fond sur de sens et de confiance, de concepts comme ça. D'accord. Je vais m'arrêter parce que ça Merci. passe l'après-midi. De lancer le débat trop en avant. Je laisse la parole à Richard Michel là, qui l'a demandé. Et bonjour. Bonjour, rédaction de Gomet. Voilà, bienvenue en interne directement dans les bureaux. Je voudrais demander aux intervenants si certains ont fait appel au prix garanti par l'État. Alors pour Swissport, c'est en cours, mais je ne peux pas aller plus dans les détails parce qu'il me semble que les derniers développements étaient cette semaine. Donc, Vous n'avez pas encore de réponse? D'accord. Pas chez Pernod Ricard. Voilà, Pernod Ricard l'a dit de façon extrêmement discrète, mais nous avons, voilà, nous sommes autogérés. Nous avons demandé, voilà, on a décidé d'être extrêmement, j'ai employé le mot bienveillance, mais toutes ces aides, voilà, on a décidé de les laisser à juste titre à ceux qui en avaient le plus besoin, beaucoup plus besoin que nous. Et du côté de chez Another One, nous, on est en train de finaliser un PGE pour nous accompagner à court terme et aussi s'il y avait potentiellement une deuxième vague, notamment vers l'automne, pour nous sécuriser aussi derrière. D'accord. L'État était, si je peux complémenter, c'est vrai que l'État était très réactif sur les outils mis à disposition pour les sociétés. Et je pense que ça va, en tout cas, c'est quelque chose pour nous, jeunes sociétés, start-up, qui est très favorable. Très bien. Et côté Solimut, peut-être, Je pense Pierre Marini? Non, effectivement, vous avez compris qu'on a généré de la trésorerie, donc pas du tout de PGE. D'accord. Merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Mais je regarde sur la fiche. Swissport Genève et Nice est sous législation française. Sinon, quelles dispositions en Suisse, en fait, sur le… de point de vue du droit du travail? Sur le droit, enfin, les mesures d'accompagnement. C'est le droit national qui s'applique. Donc pour Nice, c'est le droit français et pour Genève, c'est le droit suisse. Pour Bâle, c'est un peu plus compliqué parce que l'aéroport, le lieu de travail est à cheval entre la Suisse et la France. Mais donc en Suisse également, le Conseil fédéral a déployé des mesures de chômage partiel la complexité pour le cas de Swissport. C'est la différence de type de contrat de travail. On a des gens qui sont payés à l'heure ou au mois. Et en fait, la législation sur la prise en charge du chômage partiel a évolué au fur et à mesure des semaines. Pour ceux qui l'ont mis en place, c'est on calcule le temps qui a été perdu, puis on calcule l'indemnisation. Et donc, quand la rémunération varie d'un mois à l'autre, c'est un petit peu compliqué de se positionner et trouver l'équilibre entre protéger le pouvoir d'achat du salarié et en même temps appliquer la loi et pas utiliser les deniers publics à mauvais escient. D'accord. Mais c'est à peu près la même logique. Alors, par le passé, chez ST, j'ai eu implémenté du chômage partiel. C'est vraiment à grande échelle, comme on a pu le voir aujourd'hui. C'est vraiment la même logique. Très bien. Merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a une autre question? Je vois apparaître Christian Apotelos. Une question Oui. pour la rédaction de Gomet, peut-être? Oui. C'est ma préoccupation et ça concerne peut-être plus Mathieu qui a une observation, mais il le sait, c'est l'endettement des entreprises. Et
il y a du retour aujourd'hui de beaucoup d'économistes qui s'interrogent sur comment tout ce qui a été prêté pourrait être remboursé. Et si on rembourse, si on a une activité déjà qui est dégradée un peu, alors dans la restauration, heureusement, là, le témoignage qu'on a entendu, la rentabilité n'est pas dégradée, mais un restaurateur qui a son point d'équilibre à 40 tables, s'il passe à 35, il passe en dessous du point d'équilibre. Et s'il s'est endetté en plus, il doit consacrer sa capacité d'autofinancement à rembourser un crédit. Donc, on a des difficultés qui vont se manifester sur 2021 et il y a beaucoup d'économistes, j'ai entendu Agion qui en parlait, qui s'inquiètent de ce surendettement potentiel et qui prônent effectivement peut-être la transformation de cette dette en participation, en crédit participatif, en autres modalités pour effectivement ne pas avoir une somme de PME qui sont étranglées par le remboursement de leurs dettes, parce que finalement, on va étaler sur 1 an, 2 ans, 7 ans, l'inactivité de 57 jours. Alors peut-être, voilà, merci pour cette remarque. Mathieu, peut-être à la parole pour la conclusion, pour rebondir sur cette remarque et conclure, parce qu'on a déjà dépassé l'heure. Mathieu? Oui, je reconnais bien la Christian qui est vraiment toujours dans cette logique, dans sa question. Et il a raison. C'est vrai que on a pour l'instant reporté le problème. On a sauvé tout le monde, ou quasiment tout le monde, et c'était très important, et Samuel le rappelait, c'est vrai que les mesures ont été prises très rapidement, parce qu'il fallait les prendre très rapidement. La question, c'est dans 1 an, c'est quand les dettes vont devenir exigibles. Alors, une partie de la réponse, c'est dans le secteur événementiel, l'État a déjà décidé d'abandonner des mois de charges sociales. On attend les codes APE, parce qu'en fait, ça, comme très souvent sur les dernières semaines, on a un effet d'annonce pour rassurer un secteur, et après, on attend les décrets. Et parfois, il peut se passer quelques jours par rapport à ça. Alors là, c'est plus que quelques jours, puisque ça fait 15 jours que ça a été annoncé, on n'a toujours pas les codes APE. Mais à minima, pour l'instant, dans le secteur événementiel, on sait qu'on va avoir des abandons de charges. Christian a raison. Alors, on voit bien les différentes écoles économiques qui commencent à ressortir. Est-ce qu'on va repartir sur un enjeu de nationalisation comme il a pu se passer en France il y a très longtemps ou pas? Il y a aussi les écoles inflationnistes qui disent laissez courir la dette et puis on fera une inflation et puis votre dette qui vaut 100 aujourd'hui vaudra 80, 70, 30 l'année prochaine. Pour l'instant, honnêtement, on ne sait toujours pas, puisque en plus le gouvernement a la semaine dernière encore communiqué sur le fait qu'il n'y allait pas avoir de hausse d'impôts. Alors c'est un vrai enjeu, c'est comment effectivement on va pouvoir à un moment donné, sans augmenter les impôts, rembourser toute cette dette-là. Donc l'État et les États sont endettés, les entreprises sont endettées. Effectivement, plutôt les TPE et les PME, on a de la chance effectivement que des grands groupes comme Pernod ou comme Solimut ne demandent pas le PGE et donc vivent sur des fonds propres. Mais ce PGE-là a permis de sauver finalement les TPE et PME. Des grands groupes aussi, on ne reparlera pas du cas de Renault ou d'autres grandes boîtes. Et il ne faut pas oublier que le maillage territorial français, c'est 92% des entités qui sont des TPE et des PME. Et qui emploient, je crois, de mémoire, entre 70 et 80% des salariés. Donc, on a un vrai enjeu de fond. Pour l'instant, on ne sait toujours pas. C'est pour ça que je disais que là, on a un temps législatif qui va nous amener jusqu'au mois d'octobre. C'est peut-être aussi à nous, en tant qu'entrepreneurs, de proposer peut-être un petit peu des solutions. Parce qu'en octobre, prochaine loi de finances, prochaine loi de financement de la sécurité sociale, et on commencera à voir peut-être à quelle sauce on va être mangé ou pas. D'ici là, peut-être que la Banque Centrale Européenne ou la FMI se positionnera aussi. Donc c'est vrai qu'on entretient ce flou-là, et peut-être que pour une partie de l'économie, ce flou-là, comme le disait aussi Virginie tout à l'heure sur les déplacements internationaux, font qu'on repart sans tout à fait repartir, en essayant de repartir ou en transformant, en changeant un peu son activité, en restant un peu plus local, en ayant une dimension un peu différente. C'est là où il faut faire attention, parce que si on n'avait pas un Samuel qui garde son ambition d'aller à un produit local, à un produit national et à un produit européen, peut-être qu'on perd une pépite qui demain sera
un des employeurs modèles sur le territoire qui va passer de 5 à 11, puis dans 2-3 ans de 11 à 50, puis de 50 à 200. Donc il faut continuer à entretenir cette volonté d'investir, cette volonté de grandir. Le comment, pour l'instant, peut-être qu'il faut plus se dire allons-y, voyons, travaillons, allons dans le bon sens, et puis on verra bien. Il y a des théories en ce moment, on s'amuse un peu, nous, entre experts comptables, à parler d'EBITDAC. Alors le C, c'est pour coronavirus, hein. Donc on aurait une nouvelle manière de valoriser les entreprises. Donc on ferait un EBITDA classique, qui est une sorte de résultat de BE, et puis on retraiterait tous les éléments liés au coronavirus. Donc ça peut être une idée. On avait eu cet échange-là, notamment sur un précédent webinar, de peut-être considérer que toutes les charges du coronavirus seraient sur des lignes à part. La législation française est relativement simple. Si vous mettez tout en charge des produits exceptionnels, vous pourriez complètement sortir les effets du coronavirus. Mais voilà, il y a vraiment des sujets de fond. Pour l'instant, c'est même beaucoup l'incertitude. Mais dans cette incertitude-là, il y a toujours des opportunités, et on l'a vu avec les intervenants respectifs que des opportunités se créent. Marjorie en a parlé, mais ils sortent une gamme bio. C'est le moment, le time to market, il est là. Samuel, pendant le confinement, a finalisé son produit, et la campagne Ulule a atteint quasiment les 300% de réussite. D'un autre côté, on voit que des entreprises ont vraiment envie d'être vertueuses, et si on reprend l'exemple de Pierre avec Solimut, qui est de dire l'excédent de trésorerie va servir le bien commun, et les entreprises, et tout le monde en sortirait grandi. Et c'est ça qu'il faut aussi entretenir finalement, c'est qu'on a eu un événement choc. Ne retombons pas finalement dans nos vieilles habitudes, ce qui est finalement une facilité, hein. Je veux dire, on pourrait tout à fait reprendre notre voiture et refaire les déplacements comme on le faisait, reprendre du cellophane, et puis pas investir quelques euros pour prendre les produits les BeWrap. On pourrait repartir sur les anciennes manières, les anciens comportements, mais ça ne devrait plus être le cas. Et c'est aussi à nous, on va dire, citoyens, entrepreneurs, salariés, de pousser à ce qu'il y ait un changement au long terme. Voilà. Je vous invite aussi à lire le livre blanc, parce qu'on parle beaucoup de cela aussi là-dedans. On parle de mécénat, on parle vraiment de sociétés qui ne sont plus que dans le lucratif, et dans le fait d'être vertueux. Et dans le vertueux, on n'enlève pas le lucratif, parce qu'il faut faire du profit. En revanche, il faut peut-être le réutiliser de manière différente. Et c'est aussi ce qu'on essaie de dire dans le cadre de ce livre blanc. On a sorti une version qui n'est pas en téléchargement, qui est consultable en ligne, qui est donc un flipbook, qui est donc consultable en ligne. Et vous, Jean-François a partagé le lien dans le chat. Donc, n'hésitez pas à le lire, à nous faire part de vos commentaires ou de le partager, parce que c'est une information, on l'a toujours dit, qui doit être la plus publique possible, la plus transmise possible. L'enjeu de ces documents-là, c'est de se transmettre, de passer d'une personne à une autre, de faire vivre, de faire réfléchir, et puis après on pourra discuter d'une version 2, enfin peu importe, mais il faut vraiment qu'elle se diffuse. C'est pas une bonne parole, c'est pas la Bible, c'est juste des points de vue d'entrepreneurs qui se disent à un moment donné, il faut qu'on change. Merci Mathieu pour cet engagement, pour ce partage. Donc effectivement, on a mis le lien. On a mis le lien aussi sur le crowdfunding Ulule de Another Way. Merci à tous pour vos témoignages, et ça fait du bien d'échanger et de voir qu'il y a des gens qui bougent sur le territoire et qui sont prêts à inspirer les autres. En tous les cas, on refera un rendez-vous avec vous à la rentrée sans doute, pour voir où on en est justement de l'évolution de la reprise. Merci, à très bientôt sur GoMed pour un prochain débat. Au revoir, merci à tous. Merci à tous. Merci, au revoir. merci, au revoir.